Pierre Mertz. Le droit à s'accompagne du devoir à. Il faut pas oublier qu'à côté de cette politique du droit qui nomme, il convient aujourd'hui tout autant de savoir poser la main, d'accompagner la souffrance. Il y a une différence, par exemple, on parle de la gestation pour autrui. Il y a une totale différence, si vous voulez, entre accompagner la souffrance d'un certain nombre de femmes qui ont un problème de stérilité, parce que par exemple elles n'ont pas d'utérus et tout en ayant un ovocyte, qu'à finalement accompagner la souffrance, qu'à légiférer sur un problème qui est tout à fait restreint et qui consisterait quelque part à légaliser un abandon d'enfant. Parce que soit effectivement, dans mon droit, je garde le principe, c'est la mère qui accouche qui est mère, soit je le garde et à ce moment-là, si je légalise la gestation pour autrui, eh bien je légalise un abandon d'enfant. Soit je ne le garde pas et à ce moment-là, je fais de la maternité une présomption de maternité. Mais alors, quel progrès. Et donc il y a une différence, si vous voulez, en disant et par ailleurs, troisième élément, en proposant la gestation pour autrui, je ne guéris en rien l'infertilité. Donc en fait, il faut savoir aussi qu'à côté de ces politiques, il convient aussi de conduire des politiques pour, par exemple, traiter de la recherche sur la trisomie 21 ou traiter de l'infertilité. Il y a donc une différence fondamentale entre accompagner la souffrance, poser la main, et c'est pour ça que par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre de laïcs, largement, qui sont engagés dans ce combat pour le respect de la vie avec beaucoup de discrétion et que chacun le fait à sa manière dans les lieux où il se trouve comme citoyen. Et quelque part, ils nous disent aussi la façon dont ils accueillent ce mystère de la vie. Il y a une différence entre accompagner la souffrance et à légaliser un certain nombre de techniques qui arrivent à normer la qualité humaine. Car comme j'ai dit tout à l'heure, normer la table là sur laquelle nous travaillons pour qu'elle soit bien dans cette pièce encadrée et normer l'homme, il y a une différence majeure. Ce qu'il y a, c'est que quand vous légalisez, en fait, vous dites la morale. Vous dites le bien quand vous légalisez. Quand on légalise, oui, on dit le bien et on dit la norme juridique, mais l'accompagner, c'est aussi, vous pouvez aussi avoir des politiques qui permettent d'accompagner la souffrance. Alors, Marie-Thérèse et d'ailleurs, toutes les politiques aujourd'hui, toutes les politiques facultatives mises en place par le département pour gérer ce qui est différent, que ça aille du sans domicile fixe, que je préfère appeler d'ailleurs sans domicile familial, à la personne âgée, qui sont dites des politiques facultatives pour permettre de compléter les politiques légales, sont des politiques qui permettent justement de soutenir ces personnes qui décident de consacrer du temps à la société pour soutenir les plus vulnérables. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec les problèmes démographiques que nous connaissons? Vous parliez tout à l'heure. On va en parler d'ailleurs après. De l'Italie avec le suicide collectif. C'est-à-dire que on a actuellement une société qui vieillit. Vous parliez de suicide collectif. Raymond Aron disait que l'Europe allait se suicider démographiquement. En Italie, taux de fécondité d'1,4. En Espagne, exactement la même chose. En France, nous sommes un des seuls pays européens avec l'Irlande à renouveler timidement le taux de fécondité, mais on a quand même 800 000 naissances par an. Donc un pays et un continent qui vieillit. Donc avec des difficultés à accepter, à accueillir l'autre, l'immigré. Deuxièmement, un pays qui vieillit, c'est un pays qui n'a pas l'esprit d'entreprise, qui n'a pas le goût d'entreprendre. Troisièmement, c'est un pays où la capacité des actifs se resserre pour porter les inactifs, c'est-à-dire les jeunes, c'est la question des retraites, bien sûr, les personnes âgées et les plus vulnérables dans le temps de l'enfance, dans le temps du handicap et dans le temps de la vieillesse. C'est la guerre sociale en fait. Et donc il est important aussi que les politiques puissent accompagner celles et ceux qui donnent du temps pour permettre à tous ces actifs d'aujourd'hui et de demain de les soutenir dans le combat pour faire lien social. Alors, Marie-Thérèse Armange, on va revenir sur ces questions de vieillissement démographique et puis de solutions que l'on peut trouver. Vous, en tant que personnage politique, je rappelle que vous êtes sénateur au UMP de
Paris, membre du Conseil national consultatif d'éthique et membre correspondant de l'Académie de médecine, 8h16. Gérard Leclerc est avec nous, comme chaque matin. Bonjour Gérard. Bonjour Louis. La grande veillée pour la vie, c'est ce soir à Notre-Dame de Paris, l'occasion d'avoir une réflexion peut-être de nature anthropologique. Que l'Église d'Île-de-France se mobilise pour la vie ne nous étonne guère, car cela fait longtemps que les catholiques sont sensibilisés par l'idée d'une culture de la vie s'opposant à une culture de mort, pour reprendre les propres termes de Jean-Paul II. C'est le progrès des sciences, de la biologie, qui a provoqué cette attention nouvelle au nécessaire respect du corps humain depuis sa conception jusqu'à sa mort. Les chrétiens ne sont pas forcément les seuls à avoir ressenti cet appel particulier face à une sorte d'instrumentalisation qui confère à la technique une toute-puissance morale. C'est le philosophe Michel Foucault, par ailleurs très éloigné d'une vision chrétienne de l'homme, qui avait mis en évidence ce qu'il appelait la biopolitique, dont la montée en puissance faisait planer sur les individus la menace d'un assujettissement sur leur corps, avec notamment un changement de paradigme de la médecine qui débordait de sa mission thérapeutique pour assumer une fonction eugénique en liaison étroite avec la politique, qui voit ainsi s'agrandir son champ de contrôle, mais aussi de décision. Ce n'est pas pour rien qu'un philosophe comme Jürgen Habermas s'est aussi inquiété des questions dites bioéthiques en mettant en évidence un risque anthropologique. De là d'ailleurs un rapprochement inattendu avec l'éclairage propre aux traditions religieuses, ce qui permit un dialogue au sommet Habermas-Ratzinger en 2004 à Munich. Une telle rencontre n'était pas fortuite, parce que dans le cadre d'une culture qui se veut éloignée de la théologie, vient se poser tôt ou tard l'énigme de notre humanité. Or, il apparaît, au regard de l'histoire de la pensée, que la Bible et le christianisme nous ont transmis une vision de l'homme nouvelle, par l'insistance mise sur le respect du corps, et notamment celui de l'enfant et du plus faible, mais aussi sur la différence ontologique de l'homme par rapport à la nature, avec une insistance particulière sur la notion de libre arbitre. Il faut se rendre compte que cette anthropologie chrétienne s'est trouvée bousculée et même reniée au XVIIIe siècle, durant cette période qu'on désigne habituellement par les Lumières, et qui détermine une conception matérialiste et mécanique de la nature humaine, allant même jusqu'à la négation du libre arbitre. Le XIXe siècle a hérité de cette conception à travers le courant philosophique dit des idéologues qui avait déjà marqué la rédaction de notre code civil. Mais ces effets se prolongeront ainsi à travers une certaine idée de la médecine. Je sais bien qu'il y a un paradoxe troublant en ce qui concerne les Lumières et notre modernité entre une philosophie matérialiste et déterministe et la volonté d'émanciper la société et les individus. C'est ce paradoxe avec lequel il nous faut nous confronter, chrétiens, notamment à la lumière de la révélation, non chrétiens, grâce à une certaine idée du respect de l'homme, et c'est à partir de là que peut s'affirmer une culture de vie qui permettra de contrer les dangers de l'emprise biocratique et du nihilisme qui nous environne. Alors Gérard Leclerc, voilà des réflexions très denses ce matin, Gérard, sur ces questions éthiques et qui nous renvoient à l'énigme de notre humanité, avec ce paradoxe que souligne Gérard, Marie-Thérèse Armange, entre le discours émancipateur des Lumières et puis qui coïncide avec également l'émergence d'une pensée matérialiste. Qu'en pensez-vous ?